quand avez-vous lancé donc la maison de haute maroquinerie FI 1618? Alors, FI 1618, c'est effectivement une maison de haute maroquinerie qui est inspirée du nombre d'or, éco-responsable et fabriquée en France. Donc ça, c'est très important parce que l'ensemble concourt à des créations qui sont durables. Donc, comment je l'ai lancé, c'est quand je me suis rendu compte que la mode était, alors je le savais, était une industrie très polluante et qu'il y avait des stocks qu'on appelle dormants, des grandes maisons de luxe françaises. Donc, le moyen d'optimiser ces stocks et d'en faire des objets de valeur euh, qui pouvaient avoir une vraie vie sont des pots entières que je sélectionne une par une, des séries limitées donc que je réalise et qui sont faites pour durer, aussi bien par leur forme que par leur qualité de fabrication, que par le sourcing des cuirs exceptionnels. C'était il y a 4 ans. La société a été créée en juillet 2019, donc 3 ans et demi, mais j'avais déjà les modèles auparavant. Quel est votre parcours professionnel justement? Alors, de formation, je suis juriste international. Le droit mène à tout et je pense aussi qu'il forme l'esprit. Puis j'ai exercé près de 20 ans dans les médias, à différents postes. J'ai occupé 8 postes à responsabilités différentes, aussi bien dans la publicité que dans le marketing, la communication, les partenariats éditoriaux avec des grandes marques justement de mode avec lesquelles je menais des partenariats avec les médias dont je m'occupais. Et enfin, j'ai été éditrice digitale pendant 5 ans. Sur 2 médias que j'avais cofondés avec une équipe en mode start-up. Donc toutes ces expériences-là contribuent aujourd'hui à me soutenir dans le développement de FI 618. Parlons un peu des produits justement, donc ou des pièces d'exception plutôt. Selon vous, quel est le modèle qui était le plus difficile à réaliser? Alors, le plus difficile, je vais vous le montrer, c'est le Fiori qui est un sac plissé à mémoire de forme. Je vous le montre. C'est celui-ci. Alors celui-ci, comme vous le voyez plié, il ne prend pas du tout de place. Et dans la journée, il est capable de supporter un ordinateur et tout ce dont vous avez besoin. Et là, en fait, il a requis l'intervention de 3 artisans. Donc, ce que j'ai fait, c'est que moi, je suis artisan d'art maroquinier, donc j'ai créé le modèle. Et j'ai travaillé avec un maître origamiste, Junior Fritz Jacquet, qui est connu dans le monde entier, pour qu'il donne en volume ce que je n'arrivais pas à obtenir juste avec les techniques de maroquinerie. Donc, il l'a réalisé en papier. On a fait une grosse session de travail. On est arrivé à une maquette papier qui nous satisfaisait. Puis, nous avons rencontré ensemble un maître plisseur dont j'ignorais jusqu'alors l'existence du métier, qui est Karen Grigorian, qui a créé la Maison du Pli à Paris, puisque tout est fait en France, et qui a fait un double moule pour ce sac. On a fait beaucoup de tests, c'est presque 1 an de recherche et développement. Et au final, il fait un double moule en carton. Tout est fait à la main, dans lequel il glisse une pièce de cuir qui est sélectionnée selon son épaisseur, selon son grain, pour avoir le résultat souhaité. Il le met dans un four à étuvée, l'ensemble bien attaché. Et ensuite, ça reste plusieurs heures dans ce four. Puis la pièce sèche, ce qui fait qu'elle gardera à jamais ses plis. C'est un petit peu comme les foulards plissés ou les jupes soleil, par exemple, le plissé soleil, qu'on connaît, mais qui jusqu'à là, n'avait jamais été appliqué au cuir parce que techniquement, c'est vraiment avec beaucoup d'impératifs. C'est très demandant et aussi tout est fait à la main, donc ça n'est pas industrialisable. Tous les sacs sont numérotés, par exemple, quels qu'ils soient. Et aujourd'hui, combien de modèles différents disposez-vous? Aujourd'hui, j'ai 8 modèles différents. J'ai des sacs qui sont souples, plus ou moins souples, comme celui que vous avez vu, le Fiori. Il y a un autre cabas qui existe, qui a été lancé récemment, qui est lui pliable. Il se roule sur lui-même, mais n'est pas plissé.
Et puis, j'ai ces modèles ronds que vous pouvez voir ici. Là, vous avez le modèle intermédiaire. Et autrement, le modèle le plus grand permet de mettre un ordinateur 15 pouces. Et puis, ce petit modèle, ici, qui se porte aussi de cette façon-là. Alors, on ne me voit pas en entier, mais lorsqu'on va à une soirée ou qu'on n'a pas besoin d'avoir un grand sac, il s'appelle Fiesta, P-H-I-E-S-T-A. Et je trouve qu'il porte bien son nom puisqu'il nous accompagne dans les moments les plus joyeux. Voilà, avec la petite chaîne. Il est entièrement en cuir, doublé cuir. C'est du cuir de veau pleine fleur et numéroté, bien sûr. Super. Alors, comment expliquez-vous aujourd'hui donc la percée incroyable sur la place de Paris de votre maison de haute maroquinerie? Merci Bettina. Alors, je pense qu'en fait, ce positionnement est assez unique, de pouvoir avoir à la fois que le côté durable, éco-responsable s'exprime dans toutes les dimensions et dans toute la création. Puisque le nombre d'or qui s'appelle Phi et dont la valeur est 1,618 est présent depuis toujours dans la nature, c'est lui qui inspire toutes les créations. Donc je crée, je prototype, et qui a inspiré aussi Léonard de Vinci, par exemple, dans L'Homme de Vitruve ou dans La Joconde, ou bien Dali dans La Seine. En fait, les plus grands artistes s'en servent sans qu'on le sache forcément. Et comme il est présent depuis toujours dans la nature et qu'il le sera toujours, ça permet aux modèles créés d'avoir une intemporalité. Donc, ils ne s'inscrivent pas dans la fast fashion parce que leur forme est en dehors de la mode. Les couleurs vont suivre la mode, mais pas la forme. Parce que la qualité du cuir est incroyable et que je travaille donc de façon éco-responsable en les sourçant sur les stocks dormants. Donc, c'est exclusivement du cuir de veau pleine fleur qui est le plus haut niveau de qualité dans le cuir. Il y en a 5. Et enfin, fabrication française, qui est aussi très engageante puisque, pour vous donner un ordre d'idée, la fabrication française coûte 3 fois plus cher qu'au Portugal ou 10 fois plus cher qu'en Afrique du Nord. Donc, ce sont des vrais engagements qui correspondent aussi aux attentes des clientes qui réalisent aujourd'hui qu'elles ont envie de choses qui durent, qui se transmettent. Et on revient à une valeur de l'artisanat qui avait disparu jusqu'à il y a quelques années. Donc l'épisode pandémie Covid a été un accélérateur en fait. Moi je le prends, alors en prise de conscience, je le prends de façon positive puisque on a eu cette réalisation dans nos esprits de façon collective de l'urgence à faire attention aux origines de la fabrication, faire attention à la planète. Donc je pense que ça rencontre ces grands besoins aujourd'hui des clientes. Mais Ouais. pourquoi avez-vous choisi en fait ce nom? C'est ça la question que je me pose depuis assez longtemps. Alors pourquoi Phi m'inspire? En fait, moi j'ai besoin d'avoir un ADN fort. J'ai besoin de me différencier et pour moi la contrainte est créative. C'est-à-dire que si aujourd'hui on me disait créer un sac, je serais incapable de créer un sac parce que je n'aurais pas de fondation. Je me dirais, je vais regarder ce qui se fait à droite, à gauche. Aujourd'hui, ce qui se fait à droite, à gauche, c'est ce qui se fait dans la nature pour moi, pratiquement, ou dans l'art. Et parce que je m'inspire de ces sources-là qui sont incroyables, je crée des modèles qui sont différents. Et pour moi, la création est la chose la plus simple à faire parce que la source d'inspiration est partout autour, que je parte marcher dans la nature ou bien que j'aille dans un musée, je suis inspirée. Et je lis aussi beaucoup de livres sur le nombre d'or, je suis pas du tout matheuse, mais pas du tout. Mais en revanche, la façon dont le nombre d'or s'exprime m'intéresse beaucoup. On va le trouver dans les fractales aussi, qui peuvent donner des formes. On le trouve dans le coquillage, le nautile, qui, à chaque fois qu'il s'enroule d'un tour de plus, est 1,618 fois plus large que le précédent. C'est aussi la base de certains de mes sacs. Si je peux me permettre, je vous montre, par exemple, ce sac-là. Ici, la base de sa construction, c'est le nautile. Et puis ensuite, on divise longueur par hauteur, 1,618.
hauteur sur rabat de la même façon. Et ensuite, c'est un sac qui est en cuir, doublé cuir, dont la poche intérieure est même au nombre d'or et d'une extrême légèreté qui surprend toujours les clients. C'est l'avantage d'être la créatrice parce que je sais, moi, ce qui est important dans un sac, et notamment, c'est plutôt ce qu'on met dedans qui doit être lourd plutôt que ce qui contient. Donc, je travaille beaucoup cette légèreté sans renier du tout sur la qualité puisque un sac doublé cuir, doublé cuir et tout est en veau pleine fleur, c'est un sac de qualité qui va durer, mais que je veux léger aussi. Comment êtes-vous arrivé donc à la haute maroquinerie? Tout simplement après tout votre parcours professionnel? En fait, j'ai toujours créé. C'est-à-dire que depuis que je suis toute petite, j'ai toujours dessiné, peint, je faisais tous mes vêtements jusqu'à assez récemment. Là, j'ai un peu moins de temps pour les vêtements. Et donc, créer a toujours été dans ma nature. Que ça s'exprime dans la création des médias, par exemple, ou de partenariats avec des annonceurs, ou bien matériellement, j'ai toujours eu besoin de cet équilibre intellectuel, manuel en création. Et il se trouve qu'avant, la partie émergée de l'iceberg était plutôt la partie média et que maintenant, c'est la partie création maroquinerie. Et j'ai voulu valider mes compétences par un CAP, donc je suis artisan d'art. Et j'ai passé de nombreux diplômes auparavant, de nombreux examens, mais celui-ci était particulièrement intense parce que je trouvais qu'on n'avait pas droit à l'erreur. Une fois que le cuir est coupé, c'est irrémédiable en fait. On ne peut pas faire, une fois qu'on fait une piqûre, qu'on perce le cuir pour faire une couture, on verra toujours le trou. Donc j'aime aussi ce côté intense et définitif qu'oblige le cuir et qui fait que le nombre d'or oblige à l'excellence. La matière oblige à l'excellence et c'est ce vers quoi je tends. Je ne prétends pas y être arrivée, hein, mais en tout cas, c'est mon objectif. Et pourquoi la maroquinerie? Personnellement, j'adore les sacs. Lorsque je passais mon CAP maroquinerie, puis la matière, en plus je travaille le cuir de veau qui est pleine fleur, qui a une texture mais incroyable. J'ai des clientes qui me disent mais on dirait de la soie sur certains sacs, lisses. Donc quand je passais mon CAP, la première création que j'ai réalisée, c'est une ceinture parce que je m'étais acheté un imperméable vintage. Il était neuf mais il n'avait pas de ceinture. Et je vais vous montrer la ceinture que j'ai créée pour cet imperméable que je porte là, qui est une ceinture qui est taille unique et qui coulisse, ce qui veut dire que je peux aussi bien la mettre sur une petite robe que sur un gros manteau. Et en fait, en ayant créé cette ceinture-là, et je vous précise, elle est réversible aussi, quand j'ai créé cette ceinture-là, je me suis fait arrêter plusieurs fois dans la rue. Alors évidemment, mes amis me disaient c'est magnifique, mais enfin bon, la vie des amis parfois n'est pas forcément la réalité des clientes. Mais quand je me suis fait arrêter dans la rue ou quand j'allais voir des très grandes maisons de maroquinerie, on me complimentait sur la ceinture. Et puis j'ai fait un sac et puis un deuxième. Et finalement, c'est devenu une évidence que toujours, j'étais déjà sur la base du nombre d'or, hein, même lorsque je passais mon CAP, c'est devenu une évidence de faire la bascule pour ce métier-là parce qu'il rencontrait vraiment des attentes aussi. L'idée n'est pas de créer un besoin, mais plutôt de répondre à des attentes qui sont cruciales en ce moment. Qui est finalement cette femme ou cet homme qui porte donc vos pièces d'exception? Alors, j'ai plusieurs profils de clientes. La cliente type, c'est une femme, sans même la cibler en termes d'âge ou de niveau de vie. C'est une femme qui est intéressée par ce qui est beau, qui est capable de l'identifier aussi, qui connaît bien les codes de la mode, qui est capable de les twister et qui peut être soit strict, enfin simple, classique, on va dire, soit originale, parce qu'elle peut oser, et elle va aussi oser signer son allure avec des pièces, des accessoires que je crée. Elle est capable d'identifier la qualité, l'originalité aussi. Et ça, c'est important parce que ce sont les deux éléments que je travaille, la qualité
parce que j'ai envie que ça dure. J'ai même une cliente qui m'a acheté un sac, elle a fait poser les initiales de sa fille qui a 8 ans dessus en disant « Je le porte maintenant, quand elle aura 18 ans, je lui transmettrai ». Et c'est vraiment ça que j'ai envie de transmettre. Donc cette première cliente, c'est une cliente qui est sensible à la beauté, à l'art, à la mode, qui est capable de twister les codes. La deuxième cliente, c'est la cliente américaine, étrangère, pour qui le Made in France, c'est quelque chose de rare. Et c'est vrai, ces clientes-là, elles le ressentent encore plus que les Françaises, je trouve. Elles arrivent dans la boutique et elles vont me dire, mais c'est incroyable, mais j'ai jamais vu ça. Évidemment, puisque je ne suis pas encore distribuée partout aux États-Unis, ni même en France encore. Et elles sont enthousiastes. Et ça me fait vraiment plaisir. Elles me remercient de leur vendre un sac numéroté. Elles reviennent, elles l'achètent aussi, elles sont généreuses dans leur partage de découverte. Elles vont acheter des sacs et des ceintures pour leurs amis qu'elles rapportent. Il y a même une Américaine qui est venue une fois à la boutique avec la liste des boutiques à voir à Paris, dont Fille 618. Donc, voilà comment elles se partagent et voilà les adresses et voilà l'enthousiasme que j'apprécie et la reconnaissance. Et enfin, il y a un troisième type de clientèle naissant qui est la collectionneuse. Elle sait, par exemple, le sac plissé Fiori que je vous ai montré, elle réalise que c'est une œuvre d'art. Alors, moi, je considère que c'est une œuvre d'artisanat. C'est vrai qu'il a fait trois expositions. Il a fini la dernière il y a 15 jours maintenant. Et ce sac-là, il était pièce maîtresse des Journées européennes des métiers d'art en mars dernier. Il est reconnu comme vraiment une œuvre d'art parce que rare, très compliqué à réaliser, malgré la simplicité finale du modèle. Donc voilà les 3 types de clientes. Et en ce moment, nous avons, période de Noël, beaucoup d'hommes qui viennent à la boutique envoyés par leur épouse, qui ont repéré ou à qui on sauve Noël puisque la ceinture est en taille unique. Ils se disent qu'ils ne commettent pas d'impair avec une ceinture ou un sac. Leur épouse ne pensera pas qu'elle est trop grosse, trop petite, trop grande, etc. Donc voilà, mais ça reste ponctuel. Et vous avez jamais eu l'idée ou l'envie de créer pour les hommes? Alors si, et d'ailleurs je suis distribuée au printemps Haussmann dans la partie hommes, l'espace masculin singulier pour plusieurs produits, parce que c'est une demande croissante. Donc j'ai créé une ceinture pour les hommes. Je vais vous la montrer. Alors je vous montre la couleur orange qui passe bien, je pense. La ceinture pour les femmes que vous avez vu nouer se noue comme la lettre phi minuscule grecque, qui est le nom du nombre d'or. Et ici, on a la lettre phi majuscule grecque. Et voilà la façon dont elle se ferme. Donc ici, on a une boucle, entre guillemets, une fermeture très sobre. Et de la même façon que l'autre, elle est réversible. Et donc celle-ci, je la vends autant aux hommes qu'aux femmes. Ensuite, le cabas pliable que m'a demandé de réaliser le printemps, puisque je l'avais en tête, elle m'a dit « Si vous le faites, on vous en prend ». Parce qu'on a beaucoup de demandes de ce type de cabas. Et ça, c'est un cabas qui est en cuir incroyable, veau pleine fleur. Pourtant, je choisis chaque peau, mais quand je vois les réalisations après, je suis bluffée. Je vous montre. C'est celui-ci. Et donc, on a un cuir extrêmement souple, doux. Et il se plie. Voilà. Donc, il existe aussi en couleur plus masculine, fauve, noir et bleu marine. Et celui-ci, je l'ai travaillé spécialement pour les hommes parce que je lui ai fait des anses plus longues, puisque les hommes sont souvent plus grands que les femmes. Et donc, il a un beau succès au printemps, distribué là-bas, entre autres. Quel style de vie elles ont ou quelle manière, quel art de vivre le leur? Alors,
sont des femmes qui vont souvent aimer l'art. Quand je leur parle du nombre d'or, près de la moitié d'entre elles le connaissent. Donc elles sont sensibles à l'art, elles sont aussi sensibles à la beauté. Ce sont des femmes qui voyagent et sont des femmes qui osent, plus ou moins. Parce qu'elles connaissent les codes, elles savent jusqu'où elles peuvent oser. Par exemple, c'est des femmes qui vont aller sur les réseaux sociaux pour s'inspirer, mais qui vont pas forcément être des lanceuses de tendance. Sont des femmes de presse aussi, en tant que médias. Elles aiment les belles photos. Elles aiment vraiment ce qui est beau, donc ce qui est harmonieux. J'ai des clientes qui me disent, sans être superstitieuses du tout, elles me disent, inspirées par le nombre d'or qui est harmonie, lorsque j'ai un rendez-vous important, je m'assure de porter la ceinture, le sac, le bracelet, parce qu'il me donne une énergie, je me sens bien avec, en fait. Je me sens sûre de moi. Et c'est vraiment aussi la façon dont je crée, en harmonie avec le monde autour. Voilà le type de femme voyageuse, cultivée, mais qui peut aussi avoir un coup de cœur sans avoir ce profil-là, parce qu'elle trouve que le modèle est très original et qu'elles ne l'ont jamais vu avant, et c'est un coup de cœur. Et justement, vous parlez de la création, donc d'où vient votre inspiration pour créer? Alors, la façon dont je crée est peut-être pas conventionnelle, ou je ne sais pas, mais en fait, c'est comme si mon cerveau était une espèce de grand filet à papillons, et que j'ai des idées qui passent, qui s'accrochent, qui restent dans des petits endroits, et puis je sais ce que j'ai envie de créer. Quand je dis j'ai envie, c'est parce que j'écoute beaucoup mes clientes aussi. Je suis toutes les semaines un jour à la boutique pour les rencontrer. Parce que l'échange avec elles est essentiel. C'est elles qui me parlent. Je n'ai pas envie de créer pour moi, je crée pour elles. Et donc, en écoutant leurs envies, leurs besoins, j'ai quelques modèles en tête que je sais devoir, entre guillemets, créer. Et puis tout à coup, c'est comme si ces petits papillons, ces pièces de puzzle se mettaient toutes ensemble, côte à côte, et que ça forme le produit final. Et à partir de là, j'ai à peine besoin de dessiner. Je ne dessine que pour les proportions. Et je passe très vite à la fabrication, qui est la fabrication alors dans une matière qui est très proche du cuir pour faire un test, sur des renforts, des choses comme ça. Et ensuite, je passe très vite à la fabrication du premier prototype, qui est en cuir, que je teste moi-même, que j'optimise suite à ce que je pense devoir être optimisé. Je fais ensuite un deuxième prototype que je fais tester autour de moi, mes amis, des clientes testeuses. Je réalise enfin le troisième prototype suite à leur avis, et c'est ce troisième prototype que je remets à l'atelier de fabrication qui est à peine entre 250 et 300 km de Paris. Qui, lui, va réaliser les mini-séries du modèle finalisé. Alors, la boutique est rue du Bac, exactement au 93 rue du Bac, rive gauche, pas très loin du Bon Marché, donc dans un quartier où on a des maisons qui sont des maisons uniques, qui vont mettre en valeur les produits. Dans cette rue du Bac. D'ailleurs, petite histoire pour cette boutique, ce sont les commerçants du quartier qui me l'ont trouvée, parce que j'étais dans une autre boutique, un bail précaire, et donc j'ai dû quitter au bout d'un an. Et les commerçants se sont mobilisés pour me trouver ici cette boutique à 30 mètres de l'ancienne, justement parce que l'esprit de la maison correspond bien à l'esprit du quartier qu'ils veulent conserver. Des choses rares, des choses qu'on ne voit pas partout, et ce qui en fait aussi un quartier de destination, et donc une boutique de destination. Et là où j'aimerais bien être, alors quand je vois l'amour des Américaines pour Phi 618, évidemment, et évidemment New York serait une piste de développement évidente. Et de l'autre côté du monde, il y a le Japon, la Corée, parce que ce sont des pays déjà qui connaissent le nombre d'or,
qui l'utilisent dans les jardins japonais, par exemple, dans l'architecture. Donc, ils ont cette sensibilité à l'esthétisme, à l'architecture et à la simplicité. Le travail bien fini, pour eux, c'est extrêmement important. Donc, ils vont être très, très attentifs aux finitions et c'est aussi ce qu'ils apprécient dans la marque FI 1618. Quels sont vos projets donc pour 2023? Alors, la marque doit gagner en notoriété parce que aujourd'hui, la notoriété dans ce quartier existe. En France, je communique beaucoup, mais il est vrai que pour une maison naissante, en fait, parce que 4 ans, c'est très jeune, c'est important de se faire connaître, notamment pour le développement du digital, parce qu'aujourd'hui, acheter un sac à un certain prix sans connaître la marque sur un site e-commerce n'est pas une démarche évidente. Il faut avoir été exposé plusieurs fois à la marque, avoir des avis de clientes également. Donc ça, c'est le premier point, l'acquisition de notoriété, qui va aussi m'aider d'une part donc sur le digital, mais aussi sur la distribution physique. Et tout à l'heure, je parlais de pays lointains, mais ne serait-ce qu'aux portes de la France, en Suisse, à Monaco d'ailleurs, où je suis distribuée, en Suisse, à Monaco, en Allemagne, ou même en Scandinavie, ce sont des pays qui ont cette sensibilité très intéressante à la sobriété. Et il y a un pays dans lequel je suis déjà distribuée, qui est l'Italie. Et ça m'a beaucoup surprise au début. Pourquoi? Parce que les Italiens sont aussi très réputés pour la qualité de leur maroquinerie. Et je ne m'attendais pas à ce qu'ils choisissent une marque française. Or, ça a été les premiers distributeurs hors France de FI 1618. Donc, on est à Rome, on est à Turin, notamment dans plusieurs boutiques. Et c'était aussi une vraie reconnaissance de la qualité du travail. Voilà donc mon objectif. Acquisition de notoriété pour un meilleur référencement digital et puis un circuit de distribution physique amplifié. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut pour les jeunes maisons justement pour être davantage visibles à l'international? J'aimerais avoir une égérie, par exemple, ou quelqu'un qui peut porter les valeurs de la marque, donc déjà une affinité de valeurs importante, parce que c'est la notoriété qui manque pour le développement international. C'est vraiment ça. On attend les premiers achats, le premier circuit de distribution, par exemple aux États-Unis, qui va choisir la marque pour que les autres suivent. Donc cette acquisition de notoriété, elle est importante. L'idéal est de s'appuyer sur une autre marque qui ne fait pas de la maroquinerie, mais pour que l'on joigne nos forces sur un secteur, un pays notamment. Voilà, donc c'est vraiment l'acquisition de notoriété et le fait d'avoir une personne ou plusieurs qui représente la marque ou qui la porte ou qui a un coup de cœur pour la marque et ses valeurs. Donc ça, c'est un élément qui est important. C'est aussi une question de moyens. Parce que lorsqu'on dit j'ai envie d'être aux États-Unis, ça veut dire qu'il va falloir investir énormément aussi. Donc il y a la question de la notoriété, mais il y a la question des moyens. Donc quels sont les moyens qui sont alloués aux maisons françaises pour se développer à l'international? Et là, Business France accompagne en partie. Vous êtes également donc à la Caserne, donc un nouvel lieu pour la mode en France. Qu'est-ce qui vous apporte cette présence et pourquoi est-ce important pour y être? Alors, effectivement, je suis en résidence à la Caserne Paris, qui est le premier accélérateur de mode éco-responsable en Europe. Donc, on est 40 marques de mode présentes là-bas et on partage tous un même engagement qui est celui de faire mieux, de faire plus responsable pour la planète. Ce que ça apporte, on connaît la solitude de l'entrepreneur et même si j'ai une équipe qui est top, c'est aussi important de s'alimenter, d'échanger, de partager avec d'autres maisons.
d'autres marques avec lesquelles, alors aussi évident que ça là puisse paraître, lorsqu'on fait un shooting, oui, on va emprunter des vêtements d'une marque de mode qui est incubée à la caserne parce qu'on sait qu'elle est responsable et on la cite avec grand plaisir et vice-versa. On va aussi échanger sur nos problématiques parce qu'on a tous des compétences diverses. Moi, je viens des médias, du marketing, de la communication, d'autres viennent d'autres milieux et ces différentes expériences-là enrichissent chacun et permettent d'aller plus vite. En fait, quand on parle d'accélérateur, c'est beaucoup parce qu'on trouve des solutions rapidement. On a un système d'échange entre nous où il y a des questions aussi vastes que avez-vous un distributeur, un logisticien, est-ce que quelqu'un connaît un fabricant de bonnets à Paris? Voilà. Donc, et on a les réponses en 1 heure. Donc, on gagne un temps fou, on a une recommandation, on sait que ces personnes ont déjà travaillé avec le prestataire et c'est rassurant aussi. Donc ça, c'est hormis le fait que la caserne soit un espace magnifique, que je vous engage à venir visiter, on a aussi une entraide entre créateurs qui est importante. Est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose? Est-ce qu'on a oublié quelque chose que vous souhaitez partager? Écoutez, c'est un métier de passion, en tout cas. Peut-être que ça se sent. Et c'est un métier et c'est un vrai engagement de créer sa maison de haute maroquinerie. Donc, moi, j'ai 3 valeurs. Enfin, pour FI 1618, il y a 3 valeurs qui sont l'exigence, donc l'exigence de qualité, aussi bien dans le produit fini que dans les matières premières. L'audace, parce qu'il faut oser. Il faut oser et aujourd'hui lancer, comme vous disiez, une maison de haute maroquinerie, c'est pas facile, mais il faut le faire. Et c'est la passion qui conduit ça aussi. Et la troisième valeur, c'est la considération. Et la considération est valable à tous les niveaux, aussi bien pour les artisans avec lesquels je travaille. Étant moi-même artisan, je reconnais leur travail, je l'estime et c'est vrai que je ne négocie jamais un prix avec un artisan, par exemple, parce que je sais qu'il est juste aussi. La considération pour la cliente, être vraiment à son écoute. Et c'est pour ça que je suis présente en boutique 1 fois par semaine, pour la rencontrer, la comprendre. Et enfin, la considération, bien sûr, pour la planète, puisque la façon dont je travaille avec ces cuirs sourcés sur des stocks dormants et puis la qualité font que la considération, c'est vraiment une valeur globale de la marque. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Super. Alors merci beaucoup et donc encore, passez des bonnes fêtes et à très vite alors.